Vous voulez augmenter vos revenus d'environ 350 $ par jour. Vous avez un permis de conduire, une voiture, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous habitez au Québec. Bravo! Vous venez de satisfaire à toutes les conditions pour travailler chez LeaseTaxi. De nouveaux revenus en toute autonomie, selon vos disponibilités et votre propre emploi du temps. Un nouveau style de vie, tout en faisant de l'argent. Envoyez votre CV au courriel qui apparaît à l'écran et bienvenue chez LeaseTaxi. Bonne chance. On peut vaincre une armée, mais on ne peut vaincre un peuple en armes. Je reprends cette citation de Toussaint Louverture au Fort de Joux en France. On peut vaincre une armée, mais on ne peut vaincre un peuple en armes. Citation de Toussaint Louverture au Fort de Joux en France, reproduite dans mon livre « Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice », page 235. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Eh bien, aujourd'hui, nous allons essayer de disséquer la crise haïtienne, en faire la genèse. Souvent, dans l'évolution d'une crise, on en oublie presque comment ça a commencé et surtout pourquoi nous en sommes rendus à un tel état de pourrissement. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui, essayer de remonter le fleuve non tranquille de cette longue crise que nous traversons. Et si nous faisons cet exercice ce matin, vous vous en doutez bien, ce n'est point seulement pour comprendre la crise, oui, nous cherchons à la comprendre cette crise, mais surtout, c'est pour trouver une voie de sortie. J'espère donc que vous serez avec nous, j'espère que vous serez surtout bien disposés, bien éveillés, bien réveillés. J'espère surtout que vous continuerez à nous faire part de vos remarques, à nous faire part de vos suggestions. Nous en avons besoin car c'est avec mes suggestions, c'est avec les vôtres que nous finirons par nous en sortir. Je crois qu'il est possible de nous en sortir. Vous dites, ah oui, mais vous rêvez en couleur, c'est pas grave. C'est cette ancienne chef d'État du Libéria, Madame Ellen Johnson Sirleaf, qui a dirigé le Libéria pendant, ma foi, 2 mandats, donc pendant 12 ans, qui était prix Nobel de la paix en 2011. Madame Ellen Johnson Sirleaf, économiste de formation, eut à dire une fois, « Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. Si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. » Eh bien, dans mon cas à moi, vous pouvez me reprocher toute autre chose, mais vous ne pourrez point me reprocher d'avoir des rêves trop petits. Et honnêtement, pour le peuple haïtien, pour les peuples noirs, pour mon pays à moi, j'ai de grands rêves. Et ce ne sont pas des rêves irréalisables. Il suffit que nous nous y mettions vraiment. Il suffit que nous y mettions du cœur pour passer du rêve à la réalité, pour passer de la théorie à l'action. Et vers la fin de l'émission, nous allons précisément passer de la théorie à l'action. Vous verrez, c'est une émission qui promet d'être intéressante. À ce stade-ci, je vous invite à vous offrir une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud, bref, tout ce qui est de nature à nous garder éveillés, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là. Une petite remarque, vous noterez que
depuis la semaine dernière, nous avons une page publicitaire. Oui, je tenais à vous en parler. Au fait, vous ne vous en rendez pas compte, mais produire une telle émission, n'est-ce pas, génère des coûts, génère des dépenses. Nous avons toute une équipe qui travaille avec nous. Cette équipe consacre du temps à la production de ces diverses émissions et l'équipe doit être payée. Eh bien, quoi de mieux que de supporter quelque chose qui vous plaît, eh bien, en faisant un échange. Donc, je vous annonce que nous vous offrons notre plateforme. En termes de vitrine, vous pourrez y annoncer, n'est-ce pas, vos commerces, vous pourrez y annoncer vos services, vous pourrez y annoncer vos produits. Vous savez à quel point je suis convaincu que nous, les peuples noirs, nous devons apprendre à consommer plus intelligemment. Si vous avez un produit, si vous avez un service, si vous avez une entreprise, n'est-ce pas, que vous voulez faire connaître, nous vous offrons, n'est-ce pas, notre vitrine et en contrepartie, vous nous supporterez, n'est-ce pas, financièrement. Voilà, ne soyez plus étonnés de voir, n'est-ce pas, une ou deux annonces à chaque pause. C'est la voie que nous choisissons, n'est-ce pas, d'emprunter de manière à ce que l'émission soit viable, que notre équipe puisse travailler sans souci aucun. Je suis sûr que vous comprendrez, sûr de votre compréhension et de votre esprit de, ma foi, de soutien. Je vous souhaite d'ores et déjà la bienvenue à cette émission qui s'annonce très intéressante. À tout à l'heure. Vous rêvez. Vous rêvez de transformer votre maison, votre salon, votre chambre à coucher, votre cuisine en un espace hors de l'ordinaire? Ne rêvez plus. Rendez-vous à Meubles en Gros, au 6200 Henri Bourassa Est à Montréal. L'endroit où tous vos rêves prennent vie. Pour un temps limité, si vous nous écrivez à l'adresse qui apparaît à l'écran, nous vous communiquerons un code promotionnel secret grâce auquel vous obtiendrez 5% de réduction sur tous les meubles et matelas en magasin. Et sur présentation du même code, vous aurez droit à un cadeau personnalisé en magasin. Chut, ne le dites à personne. Bonne chance. Certaines conditions s'appliquent. Alors, essayons de disséquer cette crise haïtienne qui a dépassé le stade de crise. Il faut plutôt parler de crise généralisée ou mieux de chaos. Mais je voudrais vous sensibiliser sur un phénomène très humain. On a tous des crises, hein, on en a tous connu, des crises personnelles, d'ordre familial, d'ordre financier, d'ordre, ma foi, sanitaire, etc. On a aussi des crises relationnelles au travail, soit avec notre patron ou bien avec des collègues. On a parfois des crises entre frères et sœurs. Mais il y a une chose qui revient, quand on observe une crise, quand on essaie de la comprendre, très souvent, à un moment donné dans l'évolution de cette crise, on en oublie presque comment ça a commencé parce que ça a dérapé à un moment donné. Le sujet qui a provoqué la crise a tout simplement muté. Hein? Le sujet a comme subi des mutations, en sorte qu'à un moment donné, on en vient à oublier que la principale raison de cette crise, la principale raison de cette chicane, hein, on se chicane entre frères, entre sœurs, on se chicane en couple, et à un moment donné, la chicane dérape et on en est venu à oublier comment ça a commencé. Pour nous qui sommes parents, c'est quelque chose auquel nous assistons tous les jours. Vous avez deux sœurs qui sont en train de se chicaner, comme dans toute bonne famille, ou bien deux frères, ou bien un frère, une sœur, en tout cas des gens de la même famille. Au début, le but de la chicane, c'était, je ne sais pas moi, c'était la télé. Ce qui a déclenché la discussion, c'était, ma foi, disons-le, un problème d'argent. Et à un moment donné,
il y a une évolution telle dans la crise que ce n'est plus une question de télé, ce n'est plus une question d'argent, eh bien, la crise devient très personnelle. On en est venu à s'insulter l'un l'autre, on en est venu à s'insulter les uns les autres, oubliant qu'au début, la crise n'avait rien à voir avec des insultes, la crise a commencé par toute autre chose. Eh bien, s'agissant d'une collectivité, s'agissant d'une société, ça arrive aussi souvent. La crise a commencé de telle manière, elle a pourri, si bien qu'on pense que c'est autre chose qui l'a produite cette crise, et là, on fait fausse route parce qu'on propose des pseudo-solutions, des solutions qui ne régleront en rien le problème parce que la crise n'a pas commencé comme ça. Alors, réfléchissons à tête froide à la crise haïtienne, faisons-en la genèse, voyons comment ça a commencé, et de là, nous verrons vers la fin de l'émission quelle voie emprunter pour nous en sortir. Eh bien, la crise haïtienne actuelle n'a pas commencé aujourd'hui, elle n'a même pas commencé au fil des 5 dernières années. J'ai pris le temps de lire, autant que cela était possible, n'est-ce pas, des gens qui ont réfléchi scientifiquement, qui ont réfléchi à tête froide à la crise haïtienne, entre autres, n'est-ce pas, feu le professeur, feu le président Leslie François Maniga, qui, dans son analyse de la crise haïtienne, eut à dire que cette crise a commencé parce que le pouvoir a été occupé, les avenues du pouvoir, les postes de direction exécutive ont été occupés par des gens qui n'en avaient ni les compétences, ni les ressources, ni la vision. Je reprends. Nous en sommes là comme peuple, nous en sommes là comme collectivité dans cette crise multidimensionnelle, dans cette crise plurifactorielle. Donc il y a un ensemble, un complexe de facteurs, n'est-ce pas, qu'on retrouve à la base de cette crise, mais nous en sommes là justement parce que le pouvoir, et quand je dis le pouvoir, je devrais peut-être dire les pouvoirs, pouvoir exécutif, comme vous le savez, pouvoir législatif et pouvoir judiciaire, mais concentrons-nous, n'est-ce pas, pour l'instant, sur le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Nous en sommes là parce que le pouvoir a été occupé par des gens qui n'en avaient ni les compétences, qui n'en avaient ni les ressources, qui n'en avaient ni la vision, la bonne vision. Vous voulez augmenter vos revenus d'environ $350 par jour. Vous avez un permis de conduire, une voiture, vous n'avez pas de casier judiciaire, vous habitez au Québec. Bravo! Vous venez de satisfaire à toutes les conditions pour travailler chez LeaseTaxi. De nouveaux revenus en toute autonomie, selon vos disponibilités et votre propre emploi du temps. Un nouveau style de vie, tout en faisant de l'argent. Envoyez votre CV au courriel qui apparaît à l'écran et bienvenue chez LeaseTaxi. Bonne chance. Et je vous avoue que j'ai pas toujours pensé à ça. Essayez de remonter par la pensée à votre jeunesse, essayez de remonter par la pensée à votre enfance. Et vous verrez qu'il fut un temps où, pour aspirer à être député, il fut un temps que pour aspirer à être sénateur, il fallait une certaine compétence, il fallait une certaine préparation, il fallait, si vous voulez, une certaine notoriété, il fallait jouir, n'est-ce pas, de bonne réputation. Et partant, il y a des gens qui n'osaient même pas penser à être candidats parce que, en leur âme et conscience, en leur fort intérieur, ils savaient qu'ils n'avaient pas cette compétence, ils savaient qu'ils n'avaient pas cette préparation, ils savaient qu'ils n'avaient pas cette bonne réputation. En tout cas, moi, même si j'ai grandi
sous une dictature, hein, on ne va pas parler de l'époque des Duvalier comme si c'était l'âge d'or, ce n'était pas du tout un âge d'or, mais même si j'ai grandi sous une dictature, j'ai encore à la mémoire des hommes qui furent élus entre guillemets, parce que 9 fois sur 10, c'est des gens qui ont été choisis par le Palais national, c'est regrettable, mais continuons d'évoluer dans notre pensée. En tout cas, moi, tandis que j'étais jeune, j'ai à la mémoire des noms de députés qui, même s'ils étaient plus ou moins sélectionnés par le pouvoir exécutif, par le pouvoir, n'est-ce pas, du Palais national, ce qui n'est en rien démocratique, ce qui n'est en rien banal, hein, je tiens à le dire, mais c'est des gens quand même qui avaient une préparation. On dirait qu'au Palais national, on avait encore le souci d'une députation qui jouit d'une bonne réputation. On avait encore le souci d'une députation, en tout cas d'un pouvoir législatif qui avait un minimum de préparation. Et même dans les années immédiates de l'après l'ère Duvalier, ce souci-là demeurait. Je le dis avec une note de fierté, quand on pense à un docteur Louis Noisin, originaire du nord d'Haïti, qui fut président du Sénat haïtien sous la présidence de Leslie François Maniga, eh bien, ce Louis Noisin, n'est-ce pas, qui fut président du Sénat en face d'un Leslie François Maniga, qui fut lui président de la nation, président du pays, il n'y avait pas moyen d'envier l'intelligence de l'autre, car c'était deux hommes qui étaient dotés d'une solide et costaud préparation, deux hommes qui avaient encore l'amour du pays. Donc, Louis Noisin ne tentait pas de négocier quoi que ce soit avec Leslie Maniga pour ses avantages personnels, pour avoir un peu d'argent, pour pouvoir, n'est-ce pas, se faire construire une maison costaude, n'est-ce pas, dans le Nord dont il était natif. Non, quand on les revoit par la pensée, ces deux hommes-là, docteur Louis Noisin et feu le professeur Leslie Maniga, Louis Noisin, entre-temps, est mort lui aussi, on était fiers de voir deux hommes solidement préparés, intellectuellement respectables, au niveau de la réputation, n'est-ce pas, impeccable, qui sont parvenus au sommet des pouvoirs en Haïti. Louis Noisin à la tête du pouvoir, n'est-ce pas, législatif, et le président Maniga à la tête du pouvoir exécutif. Et moi qui, en ce moment-là, fus en terminale de mémoire, eh bien, je me dis, un jour, je veux ressembler à ces hommes-là. Voilà des hommes qui sont solidement préparés. Voilà des hommes qui sont allés, n'est-ce pas, poursuivre ou parfaire leur formation en terre étrangère et qui sont revenus chez eux pour rendre à la nation ce que la nation leur avait donné. Et je m'étais dit, un jour, je veux être comme l'un d'eux. Et vous savez, la jeunesse a besoin de ce genre de modèle. La jeunesse a besoin de ce genre d'émulation. On est, pour ainsi dire, comme challengé par ces profils-là. Donc, on est dans la crise actuelle, et là, encore une fois, je paraphrase le professeur Leslie Maniga, parce qu'à un moment donné, il y a eu un tel dérapage que n'importe qui, au nom de cette bamboche démocratique, pensait qu'il pouvait occuper n'importe quel poste, n'est-ce pas, à la tête de l'État, sans préparation, sans compétence, pourvu qu'il soit plébiscité par la communauté internationale ou pourvu que sa campagne soit financée par des gens d'affaires très intéressés qui visent tout simplement à avoir le contrôle des douanes, qui visent tout simplement à avoir des franchises douanières et qui n'hésiteront pas du tout à financer la campagne de n'importe quel énergumène, qui n'hésiteront pas du tout à financer la campagne de n'importe quel incapable, car ils se disent, ces gens d'affaires-là, dès que cet incapable parviendra au pouvoir, eh bien je pourrai tout avoir. Vous rêvez. Vous rêvez de transformer votre maison, votre salon, votre chambre à coucher, votre cuisine en un espace hors de l'ordinaire?
Ne rêvez plus. Rendez-vous à Meubles en Gros au 6200 Henri Bourassa Est à Montréal. L'endroit où tous vos rêves prennent vie. Pour un temps limité, si vous nous écrivez à l'adresse qui apparaît à l'écran, nous vous communiquerons un code promotionnel secret grâce auquel vous obtiendrez 5% de réduction sur tous les meubles et matelas en magasin. Et sur présentation du même code, vous aurez droit à un cadeau personnalisé en magasin. Chut, ne le dites à personne. Bonne chance. Certaines conditions s'appliquent. Eh bien, nous en sommes là dans cette crise parce que notre pays a été dirigé au fil de ces 30 dernières années par des gens qui n'avaient aucune préparation, par des gens qui n'avaient aucune compétence, par des gens dont la prétention ou l'aspiration de parvenir au pouvoir ne reposait sur aucun fondement solide, aucun fondement professionnel, aucune compétence académique. C'était de l'improvisation. Et quand on improvise au pouvoir, quand on improvise au Palais national, quand on improvise, n'est-ce pas, à la Chambre des députés, quand on improvise, n'est-ce pas, au Sénat, eh bien, on finit par nommer des improvisateurs partout et ça donne la crise actuelle. Vous direz, ah mais, sauf en 90 où nous avons nous-mêmes, comme peuple haïtien, élu un président, les autres fois, on nous a imposé, n'est-ce pas, des chefs d'État. Les autres fois, on nous a imposé des présidents. Les autres fois, on nous a imposé des députés. Les autres fois, on nous a imposé des sénateurs. Oui, vous avez, n'est-ce pas, à moitié raison. Vous avez partiellement raison, car nous le savons qu'historiquement, que ce sont les États-Unis d'Amérique, c'est la France, c'est le Canada qui s'entendent, n'est-ce pas, dans des réunions à saveur mafieuse pour dicter, c'est le cas de le dire, pour dicter au conseil électoral, n'est-ce pas, du pays, les gens qui doivent être élus. Et tout le monde sait que les gens que la communauté internationale choisit, les gens que la communauté internationale considère comme des élus, eh bien, ils sont considérés comme des élus précisément parce qu'ils ont des squelettes dans le placard, précisément parce qu'ils sont serviles, parce qu'ils sont dociles à la volonté de l'international qui a ses propres intérêts dans ce jeu macabre, n'est-ce pas, d'hommes et de femmes incompétents placés à la tête du pays. Oui, vous avez partiellement raison en ce que l'international nous a littéralement imposé nos chefs d'État, nous a littéralement imposé nos chefs de police. L'international nous a littéralement imposé, n'est-ce pas, les membres du Sénat ou de la Chambre basse. Mais nous avons aussi tort en ce que nous avons voté effectivement pour quelques-uns d'entre eux. Même si, pour ne citer que ces exemples-là, un Michel Martelly a été imposé par les Clinton, pour des raisons dont on a déjà parlé. Même si un Jovenel, n'est-ce pas, précisément parce qu'il est dauphin, parce qu'il est le dauphin de Michel Martelly, il a été imposé aussi à la nation par la même communauté internationale et cette même oligarchie qui a financé, n'est-ce pas, sa campagne, nous avons partiellement tort en ce que nous avons toléré cela. C'est pas pour rien que j'ai lu cette citation de Toussaint Louverture au début de l'émission. Vous pouvez vaincre une armée, ça arrive tous les jours, ça arrive à toutes les guerres. Parfois, vous avez telle armée, n'est-ce pas, qui a gagné, et cette même armée qui a gagné, dans les années après, va perdre. Donc, on peut vaincre une armée, quelle qu'elle soit, mais on ne pourra jamais vaincre un peuple en armes. Nous avons à un moment donné baissé la garde en tant que population. Nous avons à un moment donné mis bas les armes comme si le combat avait pris fin parce que nous avons chassé Jean-Claude Duvalier. Non. Notre combat n'a pas encore pris fin. Notre lutte pour notre libération pleine et entière, notre lutte pour notre indépendance n'a pas pris fin en 1804. Elle n'a pas pris fin en 86 lorsque, un 7 février, Jean-Claude Duvalier, n'est-ce pas, est parti. Nous avons mis bas les armes et nous avons permis que n'importe quel énergumène
nous avons permis que n'importe quel crétin, n'importe quel imbécile et surtout n'importe quel, n'est-ce pas, anti-nationaliste, n'importe quel, n'est-ce pas, anti-patriote a mené campagne. Nous avons permis que ces gens-là mènent campagne et conséquemment, l'international a trouvé le beau prétexte de nous les imposer parce que nous les avons, si vous voulez, subis pendant leur campagne. Quand vous avez des gens sans préparation aucune, quand vous avez des gens sans compétence aucune qui parviennent au pouvoir, eh bien, la théorie du ruissellement de l'économie, eh bien, le désordre part d'en haut. Le poisson pourrit toujours de la tête, nous dit le vieil adage. L'improvisation part d'en haut. La corruption part d'en haut. N'est-ce pas? L'impréparation part d'en haut. Et à tous les échelons de l'État, à tous les échelons d'administration publique, c'est le relâchement. Parce qu'on se dit, à quoi cela sert de faire montre de compétences? À quoi cela sert de se préparer solidement pour parvenir au pouvoir quand on peut être Michel Martelly, quand on peut être Jovenel Moïse, quand on peut être, n'est-ce pas, Gracia Delva et se faire appeler député et se faire appeler sénateur dans le cas de Gracia Delva, président dans le cas de Michel Martelly ou de Jovenel Moïse. Il faut se dire les vraies affaires, les amis. La dégringolade a commencé parce que nous avons permis que des gens sans préparation aucune occupent les avenues du pouvoir exécutif, les avenues du pouvoir, n'est-ce pas, législatif, comme si c'était une plaisanterie, comme si c'était une mince blague. Et lorsque Michel Martelly, n'est-ce pas, menait campagne, nous étions plusieurs à rire de la chose comme si c'était une blague parce que le gars sortait des chiffres qui n'avaient ni tête ni queue. Il racontait n'importe quoi, n'est-ce pas, lors de sa campagne et on se disait, écoutez, la communauté internationale va avoir un minimum de décence ou alors les gens qui votent sérieusement vont avoir un minimum de lucidité pour considérer Michel Martelly comme une blague, ce qui est au fait vrai, c'est une grosse farce, c'est une grossière farce que ce Michel Martelly. Mais parce que nous avons permis que malgré tous ses crimes, malgré son passé, n'est-ce pas, trouble, parce que nous avons permis qu'il soit inscrit, n'est-ce pas, sur la liste des candidats éligibles, la communauté internationale nous l'a rentré dans la gorge, nous humiliant une fois de plus. Le problème, c'est que s'il y a une élection demain matin en Haïti, je le dis à notre honte, on risque d'avoir pire que Michel Martelly, on risque d'avoir pire que Jovenel Moïse. Comment je le sais? Mais regardez donc l'échantillon de ceux qui se préparent là et qui veulent des élections à tout prix. Vous n'avez qu'à regarder le profil de ces 264 candidats déclarés. À date, il y a 264 partis politiques qui sont inscrits sur la liste, n'est-ce pas, électorale pour la prochaine course à la présidence. Mais regardez l'échantillon. Et vous verrez que dans une écrasante majorité, c'est le même profil. Il y a des gens qui sont d'éternels candidats depuis 1986. Et qui ne vont jamais y renoncer parce qu'ils se disent, écoutez, en Haïti, c'est, je reprends l'expression ici de Roger Gaillard, Haïti, c'est la terre de la déroute de l'intelligence. Ce qu'on croit impossible ailleurs, impossible en Haïti, précisément parce que c'est Haïti, et ce qu'on croit possible ailleurs devient impossible en Haïti parce qu'il s'agit d'Haïti. Les amis, nous ne devons pas fuir la réalité et nous enfoncer la tête dans le sable. Il y a des gens qui ne sont pas qualifiés pour le pouvoir. Écoutez, je sais que des amis vont me le reprocher, mais disons clairement là, j'aime bien Moïse Jean-Charles. Je l'aime bien, Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles me semble être quelqu'un qui aime son pays. Moïse Jean-Charles me semble être un militant qui veut le bien-être de la population haïtienne. Mais disons les vraies affaires,
Moïse Jean-Charles a-t-il la préparation académique pour être chef d'État? Je vous regarde droit dans les yeux et je vous dis non avec un grand N. Moïse Jean-Charles n'a pas la compétence qu'il faut pour être président d'Haïti. Je ne cite que Moïse Jean-Charles, mais je pourrais aussi citer Youri la Tortue. Youri la Tortue n'a pas la bonne réputation qu'il faut pour être président d'Haïti. Bien sûr qu'il a la préparation académique, mais la préparation académique ne suffit pas. Demandez à quiconque connaît Youri la Tortue de vous parler, n'est-ce pas, de sa vie, de ses pratiques en tant que militant, de ses pratiques en tant que militaire, de ses pratiques en tant que candidat, des gens qui éliminent leurs adversaires, qui les éliminent physiquement, des gens qui autorisent, n'est-ce pas, la suppression physique de leurs adversaires parce qu'ils sont les adversaires, mais ces gens-là n'ont pas, si vous voulez, la crédibilité morale pour être chef d'État. À un moment donné, si l'on ne veut pas replonger dans la même situation, si on veut se sortir de cette crise, si on ne veut pas la perpétuer, cette crise, mais il faut qu'on dise les vraies affaires. Être chef d'État, ce n'est pas comme gérer une petite ville comme Milo. Être chef d'État, ce n'est pas comme conseiller le président Préval dans le cas de Moïse Jean-Charles. Moïse Jean-Charles, je le dis, et c'est ma position, vous aimerez ou vous n'aimerez pas, c'est votre problème, n'est-ce pas? Et je ne vais pas m'excuser de vous dire la vérité toute crue. Moïse Jean-Charles n'a pas la préparation pour être chef d'État. Et je vous invite à faire le même exercice avec les autres que vous connaissez. Aujourd'hui, je cite le nom de Moïse Jean-Charles, je cite aussi celui de Youri la Tortue. Ces gens-là devraient avoir, s'ils aimaient le pays, devraient avoir à un moment donné une certaine décence pour se dire, écoutez, je ne peux pas être le chef d'État d'un pays qui a donné naissance à Samuel Pierre. Je ne peux pas être chef d'État d'un pays qui a donné naissance, n'est-ce pas, nommer tous ces gens-là qui se sont distingués par leur science, qui se sont distingués par leur rigueur. À un moment donné, les amis, il faut se dire que le pouvoir doit être occupé par les plus capables et les plus impeccables au niveau de la réputation. Vous me direz, ah oui, mais ce n'est pas juste la préparation académique, je veux bien, mais c'est aussi la préparation académique. Je veux aussi, n'est-ce pas, l'intégrité morale. C'est pour ça que j'écarte, moi, dans mon esprit, l'idée qu'un Youri la Tortue puisse être président. L'affaire devient à ce point comique que même un Gracia Delva s'imagine qu'il peut être président d'Haïti. Le monsieur n'était même pas en mesure de lire des chiffres romains. Vous imaginez, là? Quand on prépare un projet de loi, quand on lit une loi, eh bien, la tradition veut que les paragraphes soient identifiés, n'est-ce pas, avec des chiffres romains. Oh, voilà un Gracia Delva qui est là pour voter des lois, voilà un Gracia Delva qui est là pour faire passer des lois, qui est là pour sanctionner des lois et qui n'arrive même pas à lire le texte, n'est-ce pas, sur lequel il doit voter. Et nous sommes rendus à ce point, n'est-ce pas, de tragicomédie que ce qu'il reste du Sénat a nommé Gracia Delva secrétaire du Sénat. Voilà pourquoi, à part Patrice Dumont que j'enlève du lot, moi, les 8 autres, ce sont, à mes yeux, à moi, et ce n'est pas moi seul qui le dis, les notes, n'est-ce pas, des chancelleries sur lesquelles nous avons mis la main disent que c'est un groupe de trafiquants de drogue, c'est un groupe d'hommes malfamés, etc. Imaginez que c'est Gracia Delva qui est le secrétaire du Sénat actuel. Bon, on ne parle plus de Sénat parce que il n'en reste que 9. Mais comment? Comment? Si vous n'étiez pas aussi magouilleurs les uns que les autres, comment pouvez-vous vous permettre de d'élire? Car il était élu, Gracia Delva. Comment pouvez-vous vous permettre, n'est-ce pas, d'élire Gracia Delva, sénateur en tout cas à l'Artibonite, dans la ville des Gonaïves, et aujourd'hui il est secrétaire du Sénat? Voilà pourquoi je ne prends pas au sérieux non plus un Joseph Lambert.
Joseph Lambert fait partie, n'est-ce pas, du pouvoir pendant les 30 dernières années. Autant dire, il est aussi responsable du pourrissement de la crise parce que, à tour de rôle, il a toujours été, n'est-ce pas, soit à la Chambre des députés, soit au Sénat, et il en a occupé les titres les plus pompeux. Et sous Michel Martelly, qui, entre autres, n'est-ce pas, a dilapidé les fonds Petro-Caribé, il était grand conseiller spécial du président avec rang de ministre. Alors, ne venez pas jouer aujourd'hui aux sages quand les Joseph Lambert, les Youri la Tortue font partie, n'est-ce pas, de la confection de la crise haïtienne. Youri la Tortue qui aujourd'hui veut se faire passer pour un opposant, n'est-ce pas, au PHTK, il ne va pas nous faire oublier qu'il était grand conseiller aux côtés de l'autre larron Joseph Lambert. Ces deux-là, ils sont toujours dans les 400 coups ensemble. Eh bien, que Youri la Tortue ne tente pas de me faire comprendre qu'aujourd'hui, il peut faire peau neuve. Non, Youri la Tortue, vous devez entrer dans le garage de l'histoire. Votre place à vous, Joseph Lambert, votre place à vous, Youri la Tortue, n'est-ce pas, se trouve dans le garage de l'histoire. Et la place de Moïse Jean-Charles, je ne cite que ces noms-là, qu'à un moment donné, il faut se dire les vraies affaires. Moïse Jean-Charles n'a pas la préparation académique pour être chef d'État. Peut-il être mon président? Non. Un président, c'est quelqu'un qui doit être en mesure de lire un texte, de le comprendre, de l'analyser, d'avoir une compréhension personnelle et de pouvoir, n'est-ce pas, prendre une décision intelligente et avisée après avoir écouté, n'est-ce pas, ses conseillers. Pensez-vous que Moïse Jean-Charles en a la capacité académique? Pensez-vous qu'il en a la capacité intellectuelle? Dans mon analyse à moi, c'est non. Alors, si l'on veut comprendre la crise, nous devons en reconnaître la genèse. La genèse de cette crise, c'est que ce pays-là, au cours des 30 dernières années, pas seulement au cours des 30 dernières années, me direz-vous, mais on ne va pas reprendre les 200 ans de l'histoire d'Haïti, contentons-nous, n'est-ce pas, d'analyser les 2 dernières générations, ou les 2 ou 3 dernières générations, la génération post, n'est-ce pas, post-duvalieriste là, ou post-duvalérienne, pour mieux parler. C'est une génération qui a vu des gens incompétents, qui a vu des gens non patriotes, qui a vu des gens, n'est-ce pas, sans aucune intégrité, sans aucune, n'est-ce pas, glande morale, sans aucune notion d'éthique. C'est une génération qui a vu des gens incompétents, sans préparation, occuper le pouvoir. Ils étaient là, je l'ai dit, parce que l'international nous les a imposés et nous devons changer ce paradigme. Ils sont parvenus au pouvoir parce que nous les avons tolérés en pensant que c'était une farce. Non, ce n'est pas une blague. Que de confier la direction d'une collectivité à quelqu'un. Ce n'est pas une mince affaire que de confier le leadership, n'est-ce pas, d'une nation à quelqu'un quand cette personne-là n'a ni la préparation, ni les compétences et surtout ni l'éthique qu'il faut. Il ne faut même pas tolérer ces gens-là sur une liste électorale. Nous en sommes là. Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait?
On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Nous en sommes là aussi dans ce pourrissement de cette crise parce que nous avons, nous les nationaux, laissé l'international jouer chez nous au Frankenstein. Vous savez, Frankenstein, c'est ce scientifique qui, dans son laboratoire, a créé un monstre en se disant qu'il allait toujours en avoir le contrôle. Et c'est ce que l'international fait chez nous. L'international joue aux scientifiques apprentis, il joue l'international au diable apprenti. L'international essaye toutes sortes de pratiques chez nous comme si nous étions des cobayes, comme si nous étions des rats de laboratoire. Ils essayent des trucs chez nous, en Haïti, pour pouvoir les pratiquer ailleurs. Qu'est-ce que l'international a essayé chez nous? Des élections truquées. Qu'est-ce que l'international a essayé chez nous? Eh bien, des menaces vis-à-vis des candidats qui sont aimés d'une population et à qui l'international fait des menaces, à savoir si vous ne nous promettez pas ce que nous voulons entendre, eh bien, vous ne parviendrez pas au pouvoir. Qu'est-ce que l'international a essayé chez nous? L'international a essayé chez nous l'idée de légitimer des gens qui n'ont aucune légitimité constitutionnelle, aucune légitimité populaire. Ils disent, écoutez, si c'est nous qui vous supportons, nous de l'international, vous resterez au pouvoir. Mais on ne peut sortir de cette crise sans revoir notre rapport à cette mafieuse communauté internationale. Mais vous direz, mais qui a permis à l'international de s'imposer autant? Eh bien, l'international a fini par s'imposer autant chez nous. Je vais vous regarder droit dans les yeux pour vous le dire. C'est une vérité que vous n'aimerez pas entendre à cause de notre blancomanie. Ou mieux, de notre blancophobie. Phobia, en grec, c'est la peur. Nous avons à la fois peur du blanc et nous aimons le blanc. Et encore une fois, n'allez pas croire que ce sont seulement les Haïtiens qui vivent en Haïti qui ont cette blancomanie, qui veulent toujours avoir l'approbation du blanc. Mais même ceux qui évoluent en terre étrangère aussi. Vous savez que dès qu'il s'agit du blanc, notre langage change. Dès qu'il s'agit du blanc, n'est-ce pas, notre comportement change et le combattant tout à coup devient une espèce de mouton, une espèce de yes man ou yes woman parce qu'il s'agit du blanc. Comment pouvez-vous laisser l'ambassadeur des États-Unis avoir tant de pouvoir sur la terre de Dessalines? Dessalines qui avait ordonné justement le massacre des Blancs. Comment pouvez-vous vous permettre de laisser le corps groupe, n'est-ce pas, diriger le pays de Dessalines? Dessalines qui avait juré que ce pays serait indépendant devant les puissances de l'univers. Et qui n'avait pas négocié, n'est-ce pas, la proclamation de l'indépendance avec l'Angleterre, qui ne l'avait pas négocié avec le président des États-Unis, encore moins, n'est-ce pas, avec Napoléon Bonaparte.
nous en sommes là parce que la communauté internationale, et quand je dis communauté internationale, ce n'est pas une nébuleuse là qu'on ne peut identifier. Communauté internationale, c'est l'ambassadeur des États-Unis. Communauté internationale, c'est l'ambassadeur de la France, c'est l'ambassadeur du Canada. C'est cette mafieuse, n'est-ce pas, communauté qui se donne le nom de corps groupe, comme si des ambassadeurs pouvaient se syndiquer sur un territoire étranger. On ne pourra pas se sortir de cette crise sans s'affranchir de l'emprise, sans s'affranchir des griffes de l'international. Comment on fait ça? En les sortant du pays, littéralement. Vous imaginez si on avait un président légitimement élu? Vous imaginez si vous aviez un Premier ministre vertical, un Premier ministre nationaliste, un Premier ministre patriote? Eh bien, on ne pourrait pas les assassiner tous. C'est vrai qu'on a assassiné quoi, 21 ou 22 chefs d'État noirs, mais on ne peut pas les assassiner tous. À un moment donné, le paradigme doit être changé. J'étais dernièrement sur un panel avec un ancien représentant de l'OEA en Haïti qui a fait parler de lui en écrivant un livre dans lequel il reconnaît la responsabilité de la communauté internationale dans la crise haïtienne et il a osé nous dire, il était le seul blanc sur le panel, hein, c'est cette arrogance-là. C'est cette arrogance-là que je ne pardonne pas et que je ne suis jamais prêt à pardonner à un blanc. Il est le seul étranger sur un panel de 4 ou 5. Nous étions 5 panélistes à réfléchir à la crise haïtienne. Et il est le seul qui a dit, mais vous savez, Ariel Henry bénéficie d'une légitimité, peut-être pas constitutionnelle, reconnaît-il, peut-être pas populaire, reconnaît-il, mais il a quand même une légitimité parce que la communauté internationale le reconnaît. Et là, mon ami, mon sang n'a fait qu'un tour, Dessalines et Capois-la-Mort m'ont chevauché pour le replacer, pour le remettre à sa place, en lui disant, mais depuis quand c'est l'international qui doit conférer la légitimité à quelqu'un, quand il n'a ni la légitimité légale, donc ni la légitimité constitutionnelle, ni la légitimité populaire? Alors là, je vous dis, il a dû ravaler, n'est-ce pas? Il a dû ravaler sa salive. Mais combien d'entre nous sont prêts à confronter un petit employé du département d'État quand il s'agit de notre pays? Combien d'entre vous, n'est-ce pas, sont prêts à remettre un employé de l'ambassade du Canada, à remettre un employé de l'ambassade de la France, à remettre un diplomate accrédité en Haïti, à le remettre à sa place quand il ose s'interférer dans nos affaires internes? Eh bien, la crise en est là parce que la communauté internationale a joué avec Haïti comme s'il s'agissait d'un laboratoire de rats. Nous en sommes à ce niveau-ci de la crise parce que les ambassadeurs accrédités en Haïti nous ont considérés et nous ont traités toujours comme des mineurs. Et nous avons, parce que nous sommes des blancomanes, en tout cas pas moi, parce que la plupart d'entre nous sont des blancomanes, nous avons accepté, n'est-ce pas, de courber les chines devant le blanc parce qu'il est blanc. Et c'est à ce point tel que n'importe quel employé junior du département d'État, n'importe quel pisseur du département d'État, n'importe quel petit pisseur, n'est-ce pas, de la chancellerie française ou canadienne se permet de passer des ordres à des élus haïtiens parce que ces derniers n'ont pas le courage, ces derniers n'ont pas la colonne vertébrale qu'il faut pour les déclarer persona non grata et les obliger à laisser le pays dans les 24 ou 48 heures après leur ingérence. J'aime évoquer la mémoire de Leslie François Manigat, non pas parce qu'il fut un homme parfait. En connaissez-vous un homme parfait, vous? Pas moi. Je ne suis pas parfait. Je ne connais pas d'homme parfait non plus. Mais ce Leslie Manigat m'inspire en beaucoup de points. Une fois, l'ambassadeur des États-Unis a osé téléphoner au président Leslie Manigat pour le convoquer à une rencontre. Vous entendez l'arrogance?
Vous êtes le représentant d'une nation étrangère et vous osez convoquer à une rencontre dans les locaux de l'ambassade américaine le chef de l'État haïtien. Mais bon Dieu, il s'agit là de Leslie François Manigat. Et Leslie François Manigat était étonné que l'ambassadeur ait son numéro de téléphone et il lui a dit « Mais vous n'êtes pas mon vis-à-vis ». En tant qu'ambassadeur, vous devez passer par, n'est-ce pas, mon ministre des Affaires étrangères. C'est lui, votre vis-à-vis. Mon vis-à-vis à moi en tant que chef d'État, c'est votre président à vous ou, n'est-ce pas, votre vice-président. Mais vous n'avez pas à m'appeler. Encore moins, n'est-ce pas, vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, me convoquer à une rencontre. On peut reprocher toutes sortes de choses à François Manigat, pardon, à François Duvalier. Et je lui en reproche des choses à François Duvalier. Je n'ai aucune complaisance pour l'ère, n'est-ce pas, duvalieriste, que ce soit avec François ou avec Jean-Claude Duvalier. Je suis un prématuré moi-même parce que François Duvalier a fait arrêter mon père et a failli l'assassiner. Ma grand-mère a dû hypothéquer sa maison, donc payer une rançon au commandant des casernes, n'est-ce pas, du Cap haïtien, pour que mon père puisse échapper à la mort. Donc je n'ai aucune sympathie pour la période Duvalier. Mais ce n'est pas parce que mon père, n'est-ce pas, a fait la prison sous Duvalier que je dois perdre ma lucidité en ce qui mérite d'être louangé chez François Duvalier. En 62, je crois, ou 63 de mémoire. François Duvalier a déclaré un ambassadeur américain persona non grata. Oui, parce que ce dernier a osé se présenter au Palais national pour transmettre au président le mot d'ordre, n'est-ce pas, du président américain, lui demandant d'organiser des élections. Et là, François Duvalier, dans une sainte et saine colère, a tapé du poing sur la table en disant « Diable canaille, comment osez-vous ? Comment osez-vous vous ingérer dans les affaires internes de mon pays? Je vous donne 48 heures pour laisser le pays à bord du premier avion en partance. Autrement, je ne répondrai plus de votre sécurité. » Et vous savez quoi? L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique a mis ses jambes à son cou et il est parti. Nous en sommes là parce que la communauté internationale joue au Frankenstein. Eh bien, à un moment donné, les amis, il faut remettre les ambassadeurs à leur place. Mais il faut suspendre certaines relations diplomatiques aussi. Il faut fermer certaines ambassades. Vous pensez que Haïti puisse faire un pas vers l'avant ou un pas de l'avant si l'ambassadeur américain se permet de dicter, se permet d'accorder des entrevues, si vous voulez l'ambassadeur de l'Union européenne ou bien l'ambassadeur du Canada, l'ambassadeur de la France se permet de s'ingérer dans les affaires du pays. Nous sommes devenus à ce point blancomanes. Et j'accuse Franz Duval, je l'accuse. En tant que rédacteur en chef ou en tout cas personnalité première du journal Le Nouvelliste, le seul journal du pays d'ailleurs, quand il va accorder des entrevues à des diplomates étrangers accrédités à Port-au-Prince et leur permettre ainsi d'avoir une vitrine pour s'ingérer dans nos affaires internes. Honte à vous, Franz Duval. Honte à vous, journal, n'est-ce pas, Le Nouvelliste. Vous n'êtes en rien un journal nationaliste en ce que vous permettez à des diplomates étrangers de s'ingérer dans nos affaires internes et vous leur offrez la seule tribune d'un journal écrit qu'il nous reste. Honte à vous, bande de mercenaires. Vous aussi, vous êtes des vendeurs de pays. Dites-moi, pensez-vous qu'un journal digne de ce nom dans un pays, n'est-ce pas, qui fonctionne, accorderait une longue page d'entrevue à un diplomate étranger accrédité par exemple au Canada ou à un diplomate accrédité aux États-Unis pour permettre à ce diplomate de s'ingérer dans les affaires internes du pays? Comment osez-vous faire cela? Et après, vous allez jouer à la Vierge offensée en prétendant ne pas comprendre comment l'international ose s'ingérer dans les affaires nationales du pays. Parce que vous,
du Nouvelliste. Vous qui avez, n'est-ce pas, la plume, vous qui avez une vitrine, vous, les gens de médias, vous accordez, vous donnez votre micro à l'international pour qu'il s'adresse directement à votre nation. Un diplomate accrédité sur une terre étrangère ne doit pas s'ingérer dans les affaires du pays. Donc nous devons revoir le rôle de l'international. L'international est à moitié responsable de cette crise. Tout comme les politiciens sans préparation aucune, sans verticalité aucune, sont responsables aussi de cette crise. Nous en sommes là aujourd'hui. Continuons de disséquer cette crise parce que nos dirigeants ont choisi de faire un pacte avec le diable en armant des jeunes en vue de se maintenir au pouvoir. Oh là là. Oh là là. Et ça, je vous le dis, je vous regarde droit dans les yeux. Ça n'a pas commencé avec Michel Martelly, ça n'a pas commencé avec Jovenel Moïse, ça a commencé sous l'ère Lavalas. Et il faut le dire, nous devons avoir le courage, le mal courage de dire les 4 vérités. Quand un chef d'État élu accepte de pactiser avec le diable en armant des jeunes, en armant des civils, en leur mettant, n'est-ce pas, à la main des armes lourdes, des armes, n'est-ce pas, de guerre, pour pouvoir se maintenir au pouvoir, car ils se disent, écoutez, je vais armer ces civils, ces partisans, pour qu'ils terrorisent, n'est-ce pas, les opposants, de manière à ce que je puisse organiser moi-même des élections truquées, de manière à ce que je reste au pouvoir sans avoir, n'est-ce pas, de soucis à me faire. C'est un pacte avec le diable que vous avez signé et nous en voyons aujourd'hui les conséquences. Le régime Lavalas a trempé là-dedans. Oui. Jean-Bertrand Aristide fut le premier élu, peut-être le seul élu démocratiquement au suffrage universel. Bravo. Mais le régime Lavalas, en ceci, a un mea culpa à faire. En ce qu'il a été l'un des premiers à armer des jeunes dans les quartiers défavorisés. Il a été l'un des premiers à armer des jeunes dans les quartiers populaires pour pouvoir se maintenir au pouvoir ou défendre le régime. Non! René Préval, lui aussi, fut trempé là-dedans. Ne vous ai-je pas déjà parlé de ce criminel notoire qui se cachait au palais national de René Préval? Ne vous ai-je pas déjà parlé de ce criminel notoire que la police recherchait et qui se cachait avec la complicité de René Préval dans la voiture, je pense, de sa sœur? Ah, nos dirigeants ont ouvert une boîte de Pandore. Lavalas a ouvert une porte de Pandore. René Préval de l'Espoir, n'est-ce pas, a entretenu cette ouverture de la boîte de Pandore. Et les régimes qui se sont succédés, n'est-ce pas, je parle de Michel Martelly, de Jovenel, n'est-ce pas, ils ont continué à garder ouverte cette boîte de Pandore. Et donc aujourd'hui, les 400 Maroso, les machins, les X, les Y, c'est des gens qui ont appris que le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif a besoin d'eux. Car c'est eux qui font entrer des armes. Et aujourd'hui, à un moment donné, le monstre échappe à votre contrôle, le monstre de Frankenstein. Et aujourd'hui, ils travaillent pour eux-mêmes. Mais ces armes de guerre, ce n'est pas Yon-Yon qui a été les chercher aux États-Unis. Ces armes de guerre, ce n'est pas Barbecue qui a été, n'est-ce pas, les chercher, je ne sais pas, en République dominicaine. C'est vous qui les avez fait entrer, ces armes-là. On en est là dans cette crise d'insécurité parce que vous avez armé des jeunes. Vous, les gens de l'exécutif. Vous, les gens du pouvoir législatif. Dans le sud-est aussi. Joseph Lambert a armé des partisans pour terroriser, n'est-ce pas,
ceux qui faisaient une course contre lui. Des gens ont été tués dans le sud-est par des hommes de Joseph Lambert. On ne va pas oublier ça. On en est là dans cette crise de sécurité parce que les gens d'affaires ont fait entrer illégalement des armes pour terroriser leurs concurrents, de telle sorte qu'ils puissent garder leur monopole ou leur oligopole. Mais on ne pourra pas se sortir de cette crise d'insécurité en continuant à prendre langue avec ces politiciens qui ont les mains trempées dans l'entrée illégale des armes. On ne va pas s'en sortir de cette crise en continuant, n'est-ce pas, à fermer les yeux sur les pratiques de ces gens d'affaires, sur les pratiques de ces députés, de ces sénateurs. Ronnie Célestin qui continue à tremper là-dedans, de ces ministres. Le garçon, il est ministre de la Justice et pourtant on sait qu'il est impliqué dans le commerce illégal d'armes en Haïti. On en est là dans cette crise parce que, à force d'improviser, toutes les institutions du pays se sont effondrées. Toutes. Ce n'est pas pour rien que nous sommes dans cette situation de blocage où il n'y a pas d'arbitrage. Dans une nation digne de ce nom, il y aurait une institution pour arbitrer la crise actuelle. Mais on n'en a pas. Savez-vous pourquoi? Parce que nos chefs d'État, même avant Duvalier, ça, ce n'est pas seulement au fil des 30 dernières années, nos chefs d'État, et là, je fais une exception, mais une exception notable et glorieuse pour Leslie François Maniga. Nos chefs d'État se sont crus au-delà de nos institutions. Non. On ne peut avoir de pays, on ne peut avoir de nation lorsque les hommes sont plus forts que les institutions. Les institutions doivent être au-delà des hommes. L'institution de la police doit être au-delà du chef de la police. En sorte que si c'est le chef de la police, n'est-ce pas, qui pose une mauvaise action, l'institution doit le réprimander. Le ministère de la Justice doit être plus fort que le ministre de la Justice. Les institutions de l'État, la présidence, dit-on en sciences politiques, est au-delà de celui qui occupe le titre de président. Nous n'avons pas d'institution parce que nos divers chefs d'État, et encore une fois, j'enlève seulement Leslie Maniga, se sont précipités de faire travailler ces institutions à leur solde. Quand vous avez des chefs de police qui prêtent allégeance au chef de l'État, on est déjà sur la voie de la dérive. Un chef de police n'a pas à prêter allégeance au chef de l'État, il prête allégeance à la constitution du pays. En sorte que si le chef de l'État sombre dans des pratiques anticonstitutionnelles, le chef de la police doit le reprendre. Un président qui nomme des juges en fonction de leur couleur idéologique, en fonction de leur amitié avec lui, en fonction de leur proximité avec lui. Mais dès qu'on fait ça, on introduit déjà le ver dans le fruit. Vous comprenez pourquoi je m'oppose à tout plan de transition qui prévoit des élections dans 2 ans, dans 3 ans. Non. Il nous faut retravailler. Il nous faut, si vous voulez, faire la réingénierie des institutions haïtiennes. Et ça ne se fait pas en 2 ans, ça ne se fait pas en 3 ans. Pourquoi se précipiter d'aller en élection pour avoir les mêmes crétins qu'on a eus au fil de ces dernières années, pour avoir les mêmes incapables qu'on a eus, pour avoir, n'est-ce pas, les mêmes hommes malhonnêtes qu'on a eus? Nous en sommes là parce qu'il n'y a pas eu d'opposition réelle en Haïti. Mais il faut que je redise un mot sur les institutions. Pourquoi y a-t-il la crise Petro-Caribé? Mais parce que le Parlement haïtien n'a pas joué son rôle à temps. Il l'a joué a posteriori. Son rôle de chien de garde,
son rôle de gardien des institutions. Pourquoi sommes-nous à parler encore de crise pétro-caribé? Parce que la Cour supérieure des comptes n'a pas fait son travail à temps. Elle l'a fait a posteriori. Nous en sommes là dans cette crise parce que il n'y a pas eu d'opposition réelle au pouvoir. Une opposition structurée. Une opposition compétente qui propose justement une alternative viable à la population. Qu'avons-nous dans cet abîme qu'on appelle opposition? Des gens les plus incompétents que les autres, des gens les plus voleurs que les autres, qui attendent leur tour pour aller voler. Un André Michel qui a passé les 5 ans de Michel Martelly, là. Donc il a passé le quinquennat de Michel Martelly à être contre. Qui a passé les 3 ans et demi ou 4 ans de Jovenel Moïse à être contre. Dès qu'il a trouvé l'opportunité de se rapprocher du PHTK, eh bien, il y est entré tête baissée. Et là, aujourd'hui, il fait de l'argent. On dit qu'il passe d'un casino à l'autre. Il vilipende, n'est-ce pas, l'argent qu'il reçoit. Donc, opposition mon œil. C'est des gens qui veulent avoir leur tour pour s'enrichir. C'est des gens qui veulent avoir leur tour pour placer des gens dans l'administration publique de manière à rançonner une fois de plus l'administration publique. D'opposition, il n'y en a pas. C'est des gens qui veulent avoir eux aussi leurs directeurs généraux aller aux douanes, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des ponctions sur les recettes de l'État. Opposition, mon œil. Nous en sommes là dans cette crise. Parce que les gens qui en sont capables, des gens qui en ont les compétences, des gens qui aiment leur pays, ont choisi de ne pas s'impliquer dans la politique sous prétexte que la politique est une affaire sale. Vous savez pourquoi la politique est une affaire sale? Parce que ce sont des gens sales qui y entrent. Le jour où des gens propres comme vous y entreront, la politique deviendra par le fait même une affaire propre. Si vous savez combien de temps, dans une semaine, il m'arrive de consacrer à converser avec des gens qui en ont la capacité, qui en ont les compétences, qui aiment leur pays, mais qui refusent, n'est-ce pas, d'entrer en lice. Ils disent « Ah, fils aimé, pays ça, c'était glissé. La politique est une affaire sale. » Je consacre une bonne partie de mon temps à tenter de convaincre des patriotes, hommes et femmes, du dedans et du dehors, des gens qui sont capables, des gens qui sont honnêtes, des gens qui sont patriotes. Mais je leur dis, je suis prêt à vous donner mon soutien, à mettre ma chaîne à votre service pour, si jamais vous décidiez de passer à l'action, ils disent, ah ouais, mais vous savez, eh bien, la crise en est là parce que vous êtes jusque-là des politiciens de salon. Vous êtes des analystes de salon, dans votre cour de barbecue, là. Vous dites, ah, le pays n'a pas de chance. Et puis là, vous riez du fait qu'on a un Gracia Delva. Vous riez du fait qu'on a un salaud comme Joseph Lambert. Vous riez du fait qu'on risque d'avoir, je ne sais pas, un autre Michel Martelly. Vous riez du fait que Moïse Jean-Charles se croit capable d'être président. Mais vous savez pourquoi? Parce que la nature a horreur du vide. Nous en sommes là à cause de notre timidité. Voilà pourquoi, vous le notez, depuis 1 an maintenant, je décide de me mouiller le maillot. Que vous aimiez ça ou non, je ne peux pas continuer à voir le destin de mon pays m'échapper ou nous échapper à nous, sous prétexte que les gens de bien ne doivent pas faire de la politique. Aussi longtemps que des gens de bien refusent de faire de la politique restera une affaire sale. Alors, la crise parvient à ce degré de pourrissement parce que des gens comme vous et moi ont refusé de se mêler de la politique. Je décide de m'en mêler désormais.
Quelqu'un une fois a dit, ah ouais, mais je vois clair au jeu de fils aimé, ah, il prend cette posture parce qu'il veut faire de la politique, il veut être président. Et alors? Et alors? J'aime toujours dire, la politique si nécessaire, mais pas nécessairement la politique. Pourquoi n'aurais-je pas le droit de faire de la politique dans mon pays? La crise en est là. Parce que des gens de bien, des gens capables, des gens patriotes ont regardé passer leur pays comme s'ils regardaient se jouer un match à la télé. Alors que l'occasion leur était offerte, l'occasion leur est toujours offerte de se jeter dans la lice, de se mouiller le maillot et de faire de la politique dans ce pays. La politique sera propre lorsque des gens propres vont y entrer. La corruption cessera lorsque des gens, n'est-ce pas, incorruptibles feront de la politique dans ce pays. Et nous devons le faire, la politique. Nouveau, bonne nouvelle, toutes les émissions Lumière sur le monde se trouvent désormais en mode podcast. Cela veut dire que vous pouvez continuer à vaquer à vos occupations tandis que vous nous écoutez, où que vous soyez, dans votre voiture, à l'épicerie, au travail, en faisant vos courses ou à la maison. Toutes les émissions Lumière sur le monde en français et en créole sont en mode podcast. Vous les trouverez sur Apple Podcast, Spotify, Podcast Index, Google Podcast, Amazon Music, Stitcher et les autres. Nous sommes partout en mode podcast. Il n'en tient qu'à vous. Nouveau, bonne nouvelle, Lumière sur le monde est en podcast. On en est là dans cette crise parce que notre société civile n'est pas organisée. En fait, il n'y a même pas de société civile en Haïti. Qu'est-ce que c'est que la société civile? La société civile, c'est des organisations citoyennes ou des institutions citoyennes, ça veut dire qui n'ont pas le pouvoir et qui émettent leur opinion sur les politiques publiques du pouvoir. Mais nous n'avons pas de société civile en Haïti. Vous avez toujours ces vieux-là. Regardez, je ne fais pas de l'agisme, mais c'est une blague. Quand on parle de société civile, c'est comment il s'appelle, la Rony Desroches qui parle. Voyons donc. Rony Desroches doit prendre sa retraite. Vous parlez de société civile et puis là, qui est-ce qui parle? C'est Paul Trela. Voyons donc, les amis, là. Vous parlez de société civile, c'est même genre du groupe 184 qui avait organisé le coup d'État, n'est-ce pas, de concert avec l'international contre Jean-Bertrand Aristide. Il nous faut une nouvelle société civile. La solution viendra de la société civile. La solution ne viendra pas de la classe politique haïtienne. Nous avons vu que ce sont des affamés, ce sont des sous-fifres, ce sont des chômeurs qui attendent leur tour pour faire un peu d'argent. On l'a vu avec André Michel, on l'a vu avec, n'est-ce pas, comment elle s'appelle là, cette femme-là, Bozil, machin là. C'est des affamés, c'est des chômeurs. Et c'est là où on va passer de la théorie à l'action. Vous vous souvenez, j'ai lancé un mouvement au mois de juin dernier qui s'appelle CASH, Communauté d'action stratégique pour Haïti. Nous avons un site, nous avons travaillé les statuts de ce mouvement, etc. Et pendant quelque temps, vous ne m'avez pas entendu parler de Cash. Pas parce que Cash fut mort, mais c'est parce qu'il y a un moment dans l'histoire d'un mouvement où on travaille, si vous voulez, en toute discrétion, car il y a des stratégies qu'on ne peut pas, n'est-ce pas, dont on ne peut parler publiquement. Eh bien, Cash revient. Cash se veut justement d'être une organisation de la société civile haïtienne de l'extérieur.
Vous vous souvenez, pendant les dernières semaines, j'ai semé dans votre esprit l'idée que nous devons nous tourner vers certains pays africains, nous devons nous tourner vers l'Afrique, et j'ai visé certains pays africains, certains hommes et femmes d'État du continent africain qui pourraient nous aider. Nous, parce que pour moi, là, c'est réglé. Ce ne sont pas les relations diplomatiques avec les pays de l'Occident qui vont nous aider. Ce ne sont pas, n'est-ce pas, les relations diplomatiques avec les États-Unis, la France, le Canada qui vont nous aider. Au contraire, ces pays-là nous ont plongés dans l'état de crise où nous nous retrouvons et ils font tout pour nous y garder. Et j'ai proposé qu'on se tourne justement vers le continent africain, vers certains États africains. On est en train de préparer une délégation de la société civile haïtienne qui va faire, si vous voulez, un voyage de reconnaissance en Afrique où nous allons rencontrer les hommes et les femmes d'État, des hommes qui ont le pouvoir, n'est-ce pas, sur le continent africain, parce qu'ils partagent, n'est-ce pas, une communauté culturelle avec nous, parce qu'ils sont passés par les crises où nous nous retrouvons aujourd'hui, et des gens auxquels nous allons nous demander de la coopération. J'évite le mot aide parce que coopération suppose une certaine réciprocité, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut. Et cette délégation de la société civile du mouvement Cash qui va rencontrer, n'est-ce pas, des gens clés en Afrique, va être le début d'une série d'actions que nous allons poser pour reprendre le contrôle des choses en Haïti. Si vous ne l'avez déjà fait, je vous invite à vous rendre sur le site de cashmouvement.com, cashmouvement.com, de vous inscrire dans un premier temps. Et du même coup, de faire un don selon votre générosité. Car conduire une délégation en Afrique pour plusieurs jours, pour y rencontrer des gens d'État, pour y rencontrer des gens de pouvoir et pour leur présenter, n'est-ce pas, la problématique haïtienne à tête froide, mais la problématique d'un point de vue de la société civile haïtienne, ça va générer des coûts. Et si vous prenez le temps de lire les statuts, n'est-ce pas, de Cash sur notre site, vous verrez que jamais n'allons-nous solliciter des dons de la part d'un gouvernement quelconque. Nous voulons rester libres par rapport, n'est-ce pas, aux institutions, car celui qui commande, celui qui donne de l'argent commande, celui qui finance commande, et la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Nous voulons nous financer nous-mêmes. Vous avez vu, lorsqu'il fallait soutenir, par exemple, le docteur Franz Lauge, j'ai agi en toute transparence avec vous. Je vous ai donné son numéro de compte bancaire et je vous ai dit de lui donner directement ce que vous voulez lui donner pour soutenir, n'est-ce pas, son œuvre en qualité d'ophtalmologue. Lorsqu'il fallait soutenir ce jeune étudiant, je vous ai donné son numéro de compte, donc en toute transparence. De même, les dons que vous allez faire à Cash vous seront présentés en toute transparence et ces dons-là seront gérés par un conseil d'administration que nous sommes en train de mettre sur pied. Sur ce conseil d'administration, il y a une femme d'Haïti qui a longtemps œuvré dans l'administration publique haïtienne, avocate de son État. Je ne citerai pas son nom pour ne pas l'exposer à l'insécurité haïtienne. Au sein de ce conseil d'administration, il y a un autre compatriote, n'est-ce pas, qui a géré des choses importantes en Haïti, je n'en dirai pas plus, qui aujourd'hui vit à l'étranger et qui connaît les rouages de la gestion de l'argent. Nous sommes, à partir des noms que vous nous avez suggérés, à partir de votre champ de compétences, nous sommes en train de construire, n'est-ce pas, ce conseil d'administration et en temps et lieu, nous allons vous dire, voici ceux qui en font partie. Voici combien vous nous avez donné jusque-là. Voici quels sont ceux qui gèrent ce don-là. Et voici à quoi ce don va être utilisé. Nous vous invitons donc à faire deux choses aujourd'hui. À vous inscrire sur cashmouvement.com et à faire des dons. Et en temps et lieu, dans les prochaines semaines, je vais vous dire, le conseil d'administration est désormais formé. C'est lui qui gère, n'est-ce pas, les dons que vous faites. Et nous allons mettre sur pied une délégation civile, une délégation citoyenne haïtienne pour nous tourner vers l'Afrique. Nous allons solliciter la coopération de certains États africains clés
Et nous allons leur demander au nom de la population civile haïtienne de nous aider à régler le problème de l'insécurité, de nous aider à régler, n'est-ce pas, le problème de notre perte, n'est-ce pas, d'indépendance de notre pays. Je ne vous en dirai pas plus. Pour l'instant, allez vous inscrire sur Cash, faites un don selon votre générosité et dans les prochaines semaines, on vous en dira plus. Faites-moi confiance. Je serai transparent, je l'ai toujours été avec vous, sauf qu'il y a certaines stratégies, il y a certaines choses, il y a certains plans dont on ne peut parler en public. Cash est là et Cash revient de plus belle. Nous allons passer de la théorie à l'action. Merci d'avoir été à l'écoute. J'ai pour mon pays le rêve qu'un jour ce pays-là redevienne le phare qu'il a déjà été au moment où nous avons proclamé notre indépendance. J'ai pour rêve que ce pays devienne un État modèle, qu'il a déjà été sous Christophe, par exemple. Vous dites, ah, mais vous rêvez grand. C'est précisément ce que je veux que vous disiez. J'ai de grands rêves pour mon pays. Des rêves qui me font peur. Et que je continue à caresser et à la réalisation desquels je me voue. Car, comme le dit Hélène Johnson, n'est-ce pas, Sirleaf, si vos rêves ne vous font pas peur, c'est qu'ils ne sont pas assez grands. On est ensemble, gardons le moral. Ce pays-là ne mourra pas. Le pays de Dessalines vivra. Il vivra lorsque nous aurons pris le temps de disséquer cette crise, comprendre ceux et celles qui l'ont confectionnée, les renvoyer au garage de l'histoire, et lorsque nous passerons de la théorie à l'action pour écarter le corps groupe des affaires internes du pays, pour écarter l'ambassade américaine, l'ambassade de la France, l'ambassade du Canada, des affaires internes du pays, et nous tournons vers les gens de notre famille, vers les gens, n'est-ce pas, de notre communauté, vers les gens du continent mère, les États africains, pour qu'ils coopèrent avec nous dans notre mouvement citoyen pour sortir Haïti du trou actuel. J'espère vous avoir été utile. Merci d'avoir été à l'écoute. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. On est ensemble. À la semaine prochaine. Bonne semaine. Au revoir.